Bonjour, cette vidéo va faire le tour pour ce qui est des facteurs influant la vitesse de réaction. Donc, le dernier élément qu'on peut modifier pour influer la vitesse de réaction, ça va être d'ajouter ce qu'on appelle un catalyseur. Donc, un catalyseur, c'est une substance, donc ça va faire partie de nos réactifs, qui va abaisser l'énergie d'activation d'une réaction et qui souvent, même la plupart du temps, va venir modifier le mécanisme de la réaction. Donc, si on regarde graphiquement, qu'est-ce que ça donne? Donc, par exemple, sur une courbe de distribution de Maxwell-Boltzmann, donc on observe là, que le catalyseur va venir abaisser l'énergie d'activation. Donc, on a ici l'énergie d'activation de la réaction de base et on voit ici qu'en vert, les particules qui ont l'énergie minimum pour réagir. Lorsque j'ajoute le catalyseur, cette énergie d'activation-là, elle se trouve abaissée. Donc, j'ai davantage de particules qui ont l'énergie minimum pour réagir, ce qui fait que ça vient accélérer la réaction. Donc, si on regarde un graphique là, de niveau d'enthalpie, c'est ici qu'on vient voir là, que le mécanisme de réaction est modifié. Donc, on a en rouge ici la réaction non catalysée, donc les réactifs, le complexe activé, donc on a une énergie d'activation assez élevée, et finalement les produits. On voit en bleu ici la réaction catalysée. Donc, on voit ici qu'au lieu de se dérouler en une seule étape, on voit apparaître un mécanisme de réaction ici à 2 étapes. Par contre, ces 2 étapes-là, les 2 complexes activés là, sont inférieurs à celui de départ. Donc, on a ici notre réaction déterminante, qui est aussi, dans ce cas-ci, la plus lente. Donc, ça serait ici l'énergie d'activation là, de la réaction catalysée. Et puis, on voit ici là qu'on a l'apparition aussi de substances intermédiaires. Donc, on va voir plus tard là, à quoi ça peut ressembler des substances intermédiaires. Donc, notre catalyseur abaisse l'énergie d'activation et modifie le mécanisme de réaction. Par contre, ce qu'il ne fait pas, c'est qu'il ne modifie pas l'énergie cinétique des particules. Donc, mes particules n'ont pas davantage d'énergie ou moins d'énergie cinétique, donc parce que la température n'est pas changée. Et ça modifie pas le nombre total de collisions. Donc oui, j'ai davantage de collisions qui sont efficaces, mais c'est pas parce que j'ai plus de collisions, c'est simplement que ces particules-là ici ont maintenant suffisamment d'énergie pour réagir. Donc on a dit que le catalyseur modifie le mécanisme de réaction, par contre, il ne va pas changer la variation d'enthalpie de la réaction. Donc, vous avez probablement remarqué sur le diagramme d'enthalpie précédemment. Donc, je vous en montre un peu différent. Donc, j'ai ici les réactifs, la réaction non catalysée et les produits. Donc, ce qu'on voit, c'est que la présence de catalyseurs modifie, si on veut, les étapes ou on modifie le chemin, si on veut, pour atteindre les produits. Par contre, la variation d'enthalpie, ici, donc le delta H, demeure le même. Et la nature de mes réactifs et de mes produits va aussi demeurer la même. Donc, c'est vraiment juste les étapes entre les deux qui sont modifiées. Donc, le catalyseur, son autre caractéristique, c'est que, oui, il intervient en cours de réaction. Par contre, et ça c'est très important, on va le retrouver intact à la fin de la réaction. Donc, je prends un exemple là, qui est aussi dans votre volume, l'exemple de la décomposition de l'ozone atmosphérique. Donc, l'ozone se retrouve là en haute atmosphère et nous protège des rayons ultraviolets. Par contre, elle peut se décomposer et il y a certains polluants là, qui vont venir accélérer cette décomposition-là de l'ozone atmosphérique. Donc, on a ici la réaction de décomposition de l'ozone, donc l'ozone ici qui est O3. Donc, en présence d'un oxygène ici, ça va nous donner 2 dioxygènes. Donc là, vous allez dire, oui, mais d'habitude, l'oxygène est toujours diatomique. Effectivement, sauf qu'en haute atmosphère, à cause de la présence des rayons UV, bien, l'oxygène là va exister sous sa forme atomique comme ça.
Donc, on voit ici une énergie d'activation de 17 kJ et on voit que la réaction est exothermique. Donc, ça nous donne une réaction globale là, lorsqu'on combine l'ozone avec un oxygène, bien, on a la formation de 2 dioxygènes et un dégagement d'énergie. Non, le dioxygène n'est pas toxique, mais en fait, le problème, c'est vraiment la destruction de la couche d'ozone ici, parce que c'est notre protection, je vous le rappelle, contre les rayons ultraviolets du soleil. Donc, qu'est-ce qui peut accélérer la décomposition de l'ozone atmosphérique? Ben, c'est la présence d'un catalyseur. Donc, on a dans certains aérosols la présence de ce qu'on appelle des CFC, des chlorofluorocarbones. Donc maintenant, c'est beaucoup réglementé la présence de CFC dans beaucoup de pays, dont le Canada, justement parce que ça accélère là, la décomposition de l'ozone atmosphérique. Donc les CFC qui sont libérés dans l'atmosphère, sous l'action de rayons UV, ils vont libérer du chlore. Et le chlore devient mon catalyseur. Donc vous voyez ici, ma première étape, en fait, c'est que le chlore va venir se combiner avec l'ozone, ici. Donc, ozone plus chlore, et on va voir la formation de notre substance intermédiaire qui est l'oxyde de chlore. Ici, l'oxyde de chlore et le dioxygène. Donc ça, c'est notre première étape ici. Donc de 1 à 3, là, on voit cette première étape-là ici où le chlore vient se combiner avec l'ozone, forme du dioxygène et ma substance intermédiaire qui est l'oxyde de chlore. La deuxième étape, mon oxyde de chlore vient se combiner avec l'oxygène qui, je vous rappelle, existe là, sous sa forme atomique dans l'atmosphère. Et on a ici, on retrouve par la suite un autre dioxygène, mon deuxième dioxygène, et on retrouve aussi le chlore tel qu'il était au départ. Donc, on voit ici là, la deuxième étape où le chlore se combine avec le dioxygène. Donc, j'ai une deuxième molécule de dioxygène qui est formée. Donc, la première était ici. Et je retrouve mon chlore ici. Donc, comme on disait au départ, le catalyseur, il se retrouve intact à la fin de la réaction. Donc, en plus d'avoir facilité la réaction, il est à nouveau disponible pour venir se combiner avec un autre molécule d'ozone et poursuivre le cycle comme ça là, de décomposition de l'ozone. Donc, si je viens appliquer la loi de Graham ici, pas la loi de Graham, pardon, mais la loi de Hess à ces deux équations-là et que je les additionne, bien, je vais obtenir donc le chlore ici du côté des réactifs et du côté des produits. Même chose pour l'oxyde de chlore. Donc, qu'est-ce qui va arriver lorsque je vais additionner mes équations? C'est que je vais obtenir ma réaction globale, la même réaction que j'avais ici au départ. Donc, ozone plus oxygène me donne 2 dioxygènes. Donc, j'ai exactement la même réaction globale. Donc, ce que ça me permet de faire aussi, donc ça me permet d'identifier mon catalyseur qui, comme j'ai dit, est présent au début et présent à la fin. Donc, il va être dans mes réactifs, mais aussi du côté des produits. Donc, comme il est aux deux endroits, ça s'annule. Donc, on le voit ici, là, la réaction catalysée. J'ai mes deux réactifs, les mêmes que tantôt, mon produit, et j'ai ajouté ici le catalyseur. Donc, il n'est pas au global, vu qu'il est des deux côtés, là, ça s'annule. On a aussi une substance intermédiaire, donc qui est dans ce cas-ci l'oxyde de chlore. Donc, on a une substance intermédiaire ici, l'oxyde de chlore. Donc, qui apparaîtrait là dans le graphique, là, on a mentionné plutôt là l'oxyde de chlore, il serait à cet endroit-là ici, là, si on avait à l'ajouter à quelque part. Donc, ce qu'on peut voir finalement avec notre deuxième diagramme d'enthalpie ici, c'est qu'au départ, la réaction qui se fait en une seule étape avait une énergie d'activation de 17 kJ.
Tandis que mes deux étapes ici là, ont une énergie beaucoup moins grande au niveau d'activation. Donc, on voit ici la première étape, 2,1 kJ. On a une réaction ici au départ qui est endothermique. Et on passe ici de 1 kJ à 1,4. Donc, on aurait une réaction très rapide. Ici, là, la deuxième étape, à peine 0,4 kJ au niveau de l'énergie d'activation pour la deuxième étape. Par contre, ce qui n'est pas changé, que vous voyez très bien, c'est qu'on termine avec la même variation d'enthalpie. Donc, on part des réactifs vers les produits et on a un dégagement d'énergie de 392 kJ, tout comme on avait ici dans la réaction là, qui se déroulait en une seule étape, là, sans la présence de catalyseur. Donc, on peut conclure finalement que notre catalyseur ici, bien, c'est le chlore parce qu'il répond à deux critères. D'abord, hein, il abaisse l'énergie d'activation, puis dans ce cas-ci, de façon vraiment significative. Et, très important, on le retrouve intact à la fin de la réaction. Finalement, on a aussi une catégorie de substances qui s'appelle les inhibiteurs. Donc, les inhibiteurs vont fonctionner sur le même principe que les catalyseurs, mais ils vont faire l'inverse, c'est-à-dire qu'ils vont plutôt augmenter l'énergie d'activation. Et ce que ça va faire, c'est que ça va ralentir la réaction au lieu de l'accélérer. Donc, par exemple, si on regarde un diagramme de variation d'enthalpie, donc on a ici en bleu une réaction qui est non catalysée. Donc, on a les réactifs A et B, les produits C et D. Et on a un système ici, en rouge, les mêmes réactifs et les mêmes produits, mais avec un inhibiteur. Donc, on voit qu'on a encore une fois modifié le mécanisme. Et on voit très bien ici là, une étape qui est très lente et qui est aussi notre étape déterminante qui fait là, que la réaction va être ralentie parce qu'on a augmenté l'énergie d'activation. On voit également là, apparaître là, des substances intermédiaires qu'on a appelées E et F dans ce cas-ci. Donc, si on regarde une courbe de distribution de Maxwell-Boltzmann, donc on a ici là, 3 niveaux d'énergie d'activation. Celui-là en mauve pourrait par exemple être l'énergie d'activation de la réaction de base. Celui-là en brun, rouge ici pourrait représenter par exemple l'énergie d'activation de la même réaction mais en présence d'un catalyseur. Donc, l'énergie d'activation est réduite. Et celle-là qui est en vert ici, ben, pourrait représenter, par exemple, l'énergie d'activation si on a toujours la même réaction, mais en présence d'un inhibiteur. Donc, l'énergie d'activation est augmentée et je me retrouve avec moins de particules qui ont l'énergie minimum pour réagir. Donc, ça complète ce qui concerne là, les facteurs influant la vitesse de réaction avec les catalyseurs et les inhibiteurs.